4. L'équipe scientifique se trouvait réunie dans la chambre de Gary, un peu plus spacieuse que les autres. Cependant, l'atmosphère y était étouffante, et il s'inquiétait de savoir si l'enregistrement vidéo des Norvégiens pouvait être passé sur les appareils du camp à cause de la différence entre les appareils européens et américains. Leur inquiétude se révéla fondée. Au premier essai, l'écran avait montré uniquement des interférences visuelles et une bouillie de son, mais Sanders avait réussi à transférer l'enregistrement sur l'équipement vidéo plus élaboré de la station et à obtenir une bande que les magnétoscopes pouvaient passer. Sans être parfaits, les films étaient visibles malgré l'image grenée et floue et l'absence de son. Personne ne fit de commentaires pendant que la bande se déroulait. Le caméraman, quel qu'il fût, n'était sûrement pas Victor Systrom. L'image sautait, zigzaguait, tantôt surexposée, tantôt trop sombre. Mais nul n'eut l'impression de rater grand-chose. De nombreuses prises de vue très banales montrèrent l'équipe norvégienne au travail ou en train de jouer au foot, le cuisinier préparait le repas, des joueurs d'échecs, bref, la vie quotidienne. En fait, de longs passages très ennuyeux. Norris regardait à peine. Il portait toute son attention sur le volumineux paquet de notes rapporté par le docteur Copper. On dirait qu'ils ont passé pas mal de temps dans un endroit situé à près de 7 kilomètres au nord-est de leur base. Blair lui jeta un regard interrogateur. Et depuis quand lis-tu le norvégien? Norris lui sourit. Depuis que je suis spécialiste de Closa. Il tapota la feuille du dessus. Voilà des cartes. Les indications sont bien écrites en norvégien, mais les renseignements topographiques sont identiques. Une courbe de niveau est une courbe de niveau dans toutes les langues. Et bien sûr, les maths ne changent pas à partir du moment où on en perd les conversions métriques indispensables. Très juste, agréa Blair. Y a-t-il des renseignements sur leurs occupations demanda le directeur de la station. Macready tripotait la vidéo pour essayer d'améliorer l'image, mais sans aucun succès. Des tas de photos et de manuels éparpillés partout, dit Norris à Gary. Des indications sur des forages du noyau glaciaire, la sismologie, la glaciologie, la biologie microbienne, les mêmes conneries que nous. Des fragments d'une chanson bruyante éclatèrent brusquement dans le haut-parleur, alors que sur l'écran l'image passait d'un homme travaillant dans un labo à sel trouble et d'un groupe de Norvégiens nus, dehors par un temps glacial, une pancarte à hauteur de la ceinture. Plusieurs d'entre eux tenaient des chopes publicitaires de bière dont les spectateurs présents dans la chambre de Gary ignoraient la marque. La pancarte elle-même était incompréhensible. Selon toute probabilité, il n'y avait rien de scientifiquement valable. Benning se détourna de la télé en murmurant écœuré. Combien d'âneries de ce genre nous reste-t-il encore à voir? Si le minutage de Sanders est exact, il y en a encore pour 9 heures, répondit Macready. Le météorologue secoua la tête. Il faisait chaud dans la pièce trop peuplée et il avait un travail important à faire. Nous n'en tirerons rien, Cooper opina de la tête à regret. Tu as sans doute raison. Les maniaques ne pensent généralement pas à se filmer au moment où ils commencent à perdre la boule. Il regarda le directeur de la station. Très bien, Mac, tue-le, dit Gary. Le pilote arrêta la projection en déconnectant les fils reliant la télé au magnétoscope. Gary regarda le docteur. Vous avez trouvé quelque chose, vous deux? Peut-être, répliqua Cooper. Il fit un signe de tête à Macready qui sortit une petite cassette endommagée de sa poche et la tendit au docteur. Macready et moi avons écouté quelques cassettes dans l'hélico en rentrant du camp norvégien. J'aimerais que vous tous, messieurs, écoutiez celle-ci. Il mit le magnétophone sur play. Une voix scandinave se fit entendre dans la pièce, unie, posée, méthodique. Norris poussa un soupir ennuyé. On dirait l'équivalent sonore de la bande vidéo que nous venons de subir. Des heures de notes et de non-sens. Qu'entendez-vous de nous voulut savoir Bennings. Macready leur fit signe de patienter. Vous n'avez qu'à écouter, nous avons réagi comme vous, au début. Cooper accéléra le déroulement de la bande, l'œil fixé sur le compteur. À 501, il arrêta la cassette et remit sur play. On entendit à nouveau la voix posée.
C'est alors qu'un bruit fort, sinistre et laid se fit entendre comme si une explosion éloignée s'était produite. Le micro interne omnidirectionnel n'était pas gros, mais on ne pouvait se tromper sur ce vroom qui sortait du haut-parleur. Un bruit fracassant suivit l'explosion. Des cris éclatèrent, les uns proches, les autres éloignés. Puis ils perçurent des échos de la confusion qui s'ensuivit. Appareils renversés, verres brisés. On entendit des gens courir, bruit qui s'estompa lorsqu'ils s'éloignèrent du micro. Il y eut un boom, et le volume s'intensifia, comme si le magnétophone avait été touché ou lancé contre quelque chose de dur. Le bruit des pas sur le plancher se rapprocha. Un violent gargouillis s'éleva de la cacophonie générale, suivi d'un sifflement bruyant, analogue à celui d'une bouilloire. Des hommes hurlèrent en norvégien. Ensuite, un cri perçant fit se dresser les cheveux sur la tête de Norris, cri suivi de plusieurs explosions, comme des coups de canon lointains. L'affreux cri reprit, plus fort, et se mêla aux hurlements des hommes éperdument affolés. Cooper remarqua l'expression sombre des hommes groupés autour de lui. Il ne tira aucune satisfaction de l'effet de la cassette sur eux. Bientôt, tout bruit cessa. La cassette était finie. Cooper arrêta le magnétophone et regarda ses compagnons sans rien dire. « C'est tout » demanda Fux doucement. Le docteur secoua la tête. « Non, c'est un fragment de bande avec réembobinage automatique. Ça continue ainsi sur l'autre face pendant un bon bout de temps. » Il laissa ces paroles pénétrer l'esprit des hommes avant de leur demander. « Comment expliquez-vous ça ? Macready et moi n'y avons rien compris. » On pourrait trouver une explication, suggéra Gary. Des hommes isolés sont sujets à des pressions que les psychologues n'ont pas prévues. La cause, une bataille de boules de neige ou une broutille comme une dispute à propos d'un résultat de foot, d'un journal, on ne peut le savoir. Il peut y avoir autre chose, ajouta-t-il. Ces gars ne sont pas là depuis longtemps. Généralement, les divergences psychologiques sérieuses entre les membres d'une équipe apparaissent dans les 2 premiers mois ou à la fin de la première année. Oui, approuva Cooper, mais ces divergences ne se terminent généralement pas par des meurtres. Ce n'était peut-être pas seulement psychologique, hasarda Norris. Leur camp tout entier a peut-être été désorganisé par toute autre chose. Par la nourriture, par exemple. Il leva les yeux sur Cooper. Qu'en penses-tu, Toubib ? Existe-t-il une denrée alimentaire qui aurait pu rendre ces gars aussi fous ? Le médecin réfléchit à l'hypothèse de Norris. Ce n'est pas impossible. Ses yeux se posèrent sur la cassette maintenant silencieuse. Il se rappela les hurlements et le sentiment de panique qui avaient été captés. Beaucoup de gens jouent avec des hallucinogènes doux pendant leurs heures de garde. C'est un bon moment pour les essayer. Personne ne viendra les arrêter. Nous en faisons autant nous-mêmes. Palmer, par exemple. Fux prit la défense du pilote absent. Palmer est encore dans les vapes à cause de tout l'acide qu'il a ingurgité dans les années 60. Ces jours-ci, il ne prend rien de plus fort que de la sensimilia, du moins à ma connaissance. Je sais, dit le docteur d'un ton apaisant. Ces check-up mensuels le prouvent. Aucun de nous ne prend de drogue dure. Mais ce n'est pas parce que nous n'en prenons pas que les Norvégiens en font autant. Avec du temps, quelques connaissances en chimie et un penchant marqué pour ce genre de distraction, vous pouvez vous fabriquer toutes sortes de chouettes drogues dans le laboratoire le plus simple. Ouais, quoi par exemple ? Demanda Norris avec un enthousiasme moqueur, ce qui provoqua quelques gloussements chez ses voisins. Cooper sourit aussi, mais juste un instant. Son air sombre réapparut. Il y a quelque chose que nous voulons vous montrer. Il sortit de la chambre de Gary, suivi des autres. La table de chirurgie portative brillait au milieu de l'infirmerie. Macready et Cooper prirent dans un coin un énorme sac en plastique et en renversèrent le contenu sans cérémonie sur la table. En plus des papiers, des enregistrements vidéo et des cassettes, nous avons aussi trouvé ceci, leur dit Cooper. Le magma posé sur la table avait un jour été un homme. Il avait mal brûlé, était en morceaux, mais ce ne fut pas ce qui attira instantanément leur regard.
Ce qui restait du pantalon et des chaussures était déchiré sur la longueur et taillé en longues bandes comme si leur propriétaire avait brusquement triplé de volume et fait éclater les coutures de l'intérieur. Le torse formait une masse noueuse et méconnaissable de bouillie protoplasmique. On ne voyait pas de bras, seulement des fragments d'une substance visqueuse et noire et de chair autour de la poitrine. La tête, bizarrement défigurée, semblait plus grande que la normale et déconcertée totalement par son emplacement. On avait l'impression qu'elle sortait de l'estomac. Il n'y avait rien au-dessus des épaules ou, plus exactement, à l'endroit où les épaules auraient dû se trouver. Des excroissances qui ressemblaient à des tendons relâchés s'enroulaient sur la carcasse en une sorte de cordon blanc. Leurs extrémités, raides et dures, dépassaient latéralement avec des angles étranges. Cela rappela à Cooper des plantes grimpantes sur les murs d'une serre chaude, la couleur exceptée. L'une d'elles entourait à plusieurs reprises la jambe gauche du corps, une autre s'enroulait étroitement autour du crâne qui ne se trouvait plus à sa place. Éparpillés dans la bouillie noirâtre de la poitrine, des morceaux déchirés et bigarrés d'une chemise faisaient penser à des plumes trempées dans du goudron. Fux se détourna un instant, mais personne ne vomit. Aucun, pas même Gary toujours imperturbable, ne resta insensible à ce spectacle grotesque et gluant, mais le cadavre différait trop de toute forme humaine pour les affecter intimement. C'était un spécimen au même titre que les échantillons de roches de Norris ou les tubes pleins de bactéries aérobies de Blair, bien trop bizarre et trop déformé pour établir tout rapprochement avec les personnages qui s'imbibaient de bière sur les photos rapportées du camp norvégien. Je sais qu'il a pas mal brûlé, finit par murmurer Cooper dans le silence horrifié. Mais le feu peut-il avoir causé tout ça? Le corps humain brûle à haute température, mais ils ne font pas. Malade mais fasciné, Blair toucha les excroissances, tendons et la bouillie asphaltique. Un peu de liquide coula sur ses doigts qu'il essuya à la hâte sur la jambe de son pantalon. Curieux, hein lui dit Cooper. Blair fit la grimace. Je ne sais que dire. J'ai jamais vu un truc pareil. J'espère ne jamais plus voir ça. J'aimerais que Fox et toi m'aidiez à autopsier ce corps et celui de l'homme que Gary a dû tuer ce matin. Si tu insistes, Toubib. Le biologiste en chef semblait malheureux. Mais je ne suis pas volontaire. Tu n'as pas à l'être, l'informa Gary d'un ton sec. C'est un ordre. Il fit un signe de tête vers la carcasse. Cela fait partie de ton département. Je ne suis pas sûr que cela fasse partie d'un département précis, répondit le biologiste qui s'essuie encore les doigts sur son pantalon. Cette saloperie collait comme la glu. Il se tourna pour commencer les préparatifs nécessaires. Il avait déjà assisté Cooper, car la taille de l'avant-poste 31 ne justifiait pas l'octroi d'un poste d'infirmier, mais cette fois, il se sentait mal à l'aise. Si ça peut te consoler, Blair, dit le docteur, ça ne me plaît pas beaucoup à moi aussi, mais il faut le faire. Je sais, répondit Blair en sortant des cuvettes d'une armoire. Bon, cessons d'en parler et mettons-nous au travail. Plus vite nous commencerons, plus vite nous en aurons fini. Fox était le seul qui aurait pu se porter volontaire. Il examinait le corps soigneusement et un intérêt croissant avait remplacé son malaise initial. La salle de jeu était toujours la salle la plus fréquentée de la base. À l'inverse des chercheurs, le personnel d'entretien avait beaucoup de temps libre. On ne faisait appel à eux qu'en cas d'urgence et leur vérification de routine ne prenait généralement pas plus de 4 à 5 heures par jour. Ils passaient le reste de la journée à se distraire avec une férocité que seuls les isolés peuvent véritablement apprécier. De petites figurines en bois tournoyaient sur leurs barres métalliques énergiquement manipulées par Knowles et Clark. Très abîmé, le baby-foot avait la peinture arrachée, les pieds tordus par suite d'innombrables coups de pied furieux et plusieurs poignées en caoutchouc manqués. Le dresseur de chiens et le cuisinier jouaient avec fougue et passion. Sanders se reposait à l'angle d'un vieux divan râpé mais très confortable. Il feuilletait un vieux numéro de Playboy, sifflotait et rêvait, comme d'habitude, de se trouver ailleurs. N'importe où. Bennings, Norris et le directeur de la station jouaient aux cartes. 2,
dit Gary en posant 2 cartes, sans les montrer sur la table. Bennings obéit, en donna une à Norris et s'en servit 3. Gary étudia la nouvelle donne et s'aperçut qu'il avait maintenant un as, un 4, un 2, un roi et une dame. Formidable. Quelque chose le frôla sous la table, puis alla agacer Bennings. À en juger par le ton du météorologue et sa façon de réagir, il n'avait pas été mieux servi que Gary. Il tourna la tête vers la partie endiablée de baby-foot. « Clark, tu veux bien les mettre ce kleps avec les autres? On voudrait jouer au poker ici. » Clark échangea un regard de connivence avec Knowles, s'approcha et se pencha pour regarder sous la table. « Allez, mon petit, dit-il d'un ton câlin au chien. « Allez, on ne te fera pas de mal. Viens maintenant. » Il tira sur le collier et la bête se laissa faire docilement. Clark entraîna le chien doucement et se dirigea vers la porte. Au moment où il passait devant l'irascible Bennings, le dresseur de chien jeta un coup d'œil sur son jeu. « C'est bien de vouloir jouer au poker, à condition de tirer de bonnes cartes. » Bennings poussa un rugissement et lança son jeu sur Clark qui se baissa et disparut précipitamment, suivi du chien. Le labo, plus grand que la plupart des pièces, à l'exception des entrepôts, était bien entretenu, contrairement au mobilier régulièrement abîmé de la salle de jeu. Les tubes de verre et les vases à bec étincelaient sous les lumières fluorescentes. L'évier en acier brillait, même le parquet était relativement propre. Copper se trouvait près de la table centrale, les gants tachés de sang. Le cadavre sur lequel Copper opérait était celui du tueur fou qui, tôt le matin, avait fait irruption dans la base et attaqué Bennings et Norris. Non loin de là, l'autre corps enveloppé d'un drap blanc attendait son tour. Blair se pencha sur le microscope pour étudier une lame pendant que Fox en préparait une nouvelle avec soin. L'assistant en biologie utilisait le scalpel, les pinces fines et le gramme avec l'habileté d'un grand horloger. Copper essuya de son avant-bras la sueur de son front et se détourna du corps qui commençait déjà à répandre une odeur putride dans la salle chaude. « Rien d'anormal avec celui-là, » annonça-t-il à ses 2 aides. « Enfin, du point de vue physiologique. » Et il poussa un soupir fatigué et regarda Blair. « Tu as trouvé quelque chose ?»« Absolument rien. »« Aucun élément toxique ?» Blair s'écarta du microscope et loucha vers le docteur. « Ni drogue, ni alcool, ni bactéries intestinales infectieuses. Rien. Tout est absolument normal. » Copper retroussa les lèvres et hocha la tête. Il ouvrit un tiroir et en sortit une paire de gants chirurgicaux jetables. Son regard se posa sur la bouillie humanoïde étrangement déformée qui reposait sous le drap blanc. « Fox, laisse de côté tes lames 1 minute et viens m'aider, on va changer les 2 corps de place. » « Tu te sens suffisamment bien pour causer des ennuis, mon vieux, » dit Clark au chien esquimau en le conduisant dans le long et froid tunnel menant au chenil. Après lui avoir fait quitter la salle de jeu, le dresseur de chien avait soigneusement placé un nouveau pansement sur la hanche blessée de la bête. « Tu dois comprendre que pour la plupart des gars, tu n'es qu'une pièce de la mécanique du camp. La mécanique ne doit pas intervenir dans l'activité du camp, surtout s'il s'agit d'une partie de poker. » Il gratta la tête du chien entre les oreilles et la bête lui lécha la main avec reconnaissance. « Tu es régulièrement inscrit dans mon livre. Nous pourrons peut-être te garder ici de façon permanente. Je ne pense pas que le gouvernement présentera des objections. Tu devras apprendre à t'habituer à tes copains. » Il déverrouilla la porte du chenil et fit entrer le chien. Le chenil consistait en un box métallique d'environ 6 mètres de long sur 1,50 m de large. Mal éclairé, il dégageait une forte odeur, malgré une porte au fond qui permettait au chien de sortir en empruntant une rampe. Les miasmes canins ne gênaient toutefois pas le dresseur de chiens. Il avait l'habitude. Quelques chiens de traîneau dormaient, blottis les uns contre les autres pour se tenir chaud. Le chenil était chauffé, mais moins que le reste des baraquements. Une chaleur trop intense aurait été malsaine. 2 chiens buvaient de l'eau à la cuve en métal qui leur servait d'abreuvoir. Un autre musardait dans le tas de croquettes sèches que Clark avait apporté un peu plus tôt. Certains se levèrent lorsqu'il entra, s'étirèrent paresseusement et vinrent se frotter à ses jambes. 2 bêtes reniflèrent leur nouveau compagnon avec curiosité. Clark caressa le bâtard esquimau et salua plusieurs chiens. « Nanook, Archange, venez accueillir... bien, nous allons te trouver un nom, mon vieux. » Il fit avancer le chien. « Allez,
Soyez bons amis. Il s'adressa aux bêtes qui lentement se rassemblaient autour d'eux. Lolo, Buck et les autres, mettez votre visiteur à l'aise, vous entendez? Il donna au nouveau venu une dernière caresse rassurante, puis il sortit en fermant la clé. Il resta une seconde derrière la porte et écouta. Ni grognement, ni aboiement ne se firent entendre. Il s'en alla alors, satisfait de la prise de contact. Les chiens de traîneau s'adaptaient facilement. Childs, allongé sur son lit, regardait le téléviseur couleur portatif fixé au mur. Sur l'écran, une maîtresse de maison essayait de deviner le prix d'un nouveau combiné machine à laver et à sécher le linge. Le présentateur et les spectateurs donnaient l'impression qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, alors que ce n'était qu'un moyen de se passer la corde au cou. Childs se foutait pas mal des jeux télévisés, mais celui-là était différent. Chacun pouvait demander ce qu'il voulait en choisissant sur la liste des programmes vidéo que des avions cargo réguliers apportaient des États-Unis. La plupart des hommes préféraient les matchs de foot, les derniers films, des comédies. Childs demandait toujours ce jeu particulier à la consternation du préposé aux fournitures à Wellington. Mais Childs recevait son programme. On supposait à la base que cette préférence était due à la nostalgie et, effectivement, Childs regardait religieusement ce programme quand il habitait à Détroit. Il le regardait parce que celui qui sélectionnait les concurrentes dans la salle s'arrangeait toujours pour choisir des femmes à l'allure dynamique. Childs éprouvait plus de plaisir à les regarder gagner des stéréos, des appareils photo et des voyages aux Bermudes qu'à regarder les actrices fatiguées qui peuplaient les films porno, également disponibles. C'étaient de vraies femmes et elles ne simulaient pas. Il préférait largement le spectacle de jolies femmes de Phoenix, New York ou Muncie qui sautaient réellement de joie sur la scène, aux gémissements et gloussements de blondes de 30 ans qui s'évertuaient à montrer les 32 positions. Sur l'écran, la femme gagna le combiné et se trémoussa de bonheur en réclamant son prix. Childs se leva et se pencha pour éteindre la vidéo. Il avait déjà vu cette bande. Il était temps de passer quelque chose de nouveau. Ses yeux parcoururent la boîte de bande. Il choisit un autre programme qu'il inséra dans l'appareil et appuya sur Play. Cette fois, le jeu consistait à faire rouler un dé énorme sur une table pour gagner de l'argent et peut-être des articles ménagers. La belle femme noire qui jouait gaiement faisait penser à une shot de nuit d'août. Giles s'appuya contre le dosseret du lit et se demanda pourquoi toutes les jolies filles étaient déjà mariées. Palmer, allongé sur le lit de camp en face, lisait. Le bruit de la télé ne le gênait pas. Rien ne le gênait vraiment quand il fumait. Ils cultivaient alternativement avec Childs leur herbe dans leur petite ferme semi-secrète. La moisson de la dernière saison avait été particulièrement bonne. La fumée âcre flottait dans la pièce. Childs lui fit signe et Palmer lui tendit le joint. Le gros mécano avala 2 bouffées et pressa mentalement le directeur du show de conclure le jeu, tandis que Palmer reprenait la lecture des œuvres complètes du philosophe bien connu Gilbert Shelton. Macready, assis tout seul au pub, regardait aussi la télé. Il sirotait la boisson qu'il s'était préparée. Le pub était en réalité un grand entrepôt en métal dont l'un des côtés avait été dégagé et qui était décoré d'étagères et de porte-bouteilles. L'élégante liste des vins dus au talent calligraphique de Norris indiquait 12 marques différentes de bières, allant de la Foster's Lager, australienne, à la Dos Equis, mexicaine, et à la rare Inano, brassée à Tahiti. On trouvait aussi des bouteilles remplies de liquides plus foncés et plus forts. Sur une réclame de bière Hams, accrochée de travers au mur du fond, un lac artificiel déversait sans fin ses eaux bleu azur. Macready s'essuya les lèvres et avala une autre gorgée. Il s'obligeait à visionner chaque centimètre des bandes vidéo que Copper et lui avaient sauvées du camp norvégien. Cependant, leur contenu était d'un ennui incommensurable. Scènes interminables d'hommes au travail, jeux brutaux, ramassage d'échantillons de glace, enregistrement des informations, bref, les activités quotidiennes et banales auxquelles on pouvait s'attendre dans ce genre de station. Pire encore, le caméraman n'était pas Abel Gance, se dit Macready à regret. L'image avait tendance à sortir du cadre la plupart du temps et bougeait tellement que la vue du pilote se brouilla et qu'il finit par avoir mal à la tête. L'uniformité de ces films le troublait et le fascinait. Rien n'indiquait que l'un de ces hommes filmé en train de travailler ou de se distraire se trouvait au bord de la folie. Et ils semblaient tous parfaitement normaux, et le fait qu'ils ne pouvaient comprendre un traître mot à ce qu'ils disaient n'arrangeait rien. Évidemment,
une dépression nerveuse brutale pouvait survenir sans crier gare et sans aucune manifestation extérieure du trouble intérieur dans lequel pouvait être plongé celui qui était atteint. Cooper avait insisté sur ce point lorsque le pilote lui avait posé la question. Ils avaient également discuté de l'invraisemblance d'un fou qui exhiberait ses symptômes devant une caméra, mais Macready continuait de fixer de ses yeux fatigués les bandes vidéo dans le faible espoir de découvrir un fait révélateur, un indice de ce qui avait pu rompre la paisible routine du camp norvégien. Il devenait pénible de continuer. De plus, il en était à son 3e verre. Penché sur son microscope, Blair plaça une nouvelle lame qu'il examina soigneusement. Il fronça les sourcils. Il s'écarta, se frotta les yeux et regarda à nouveau avec son œil droit. « Tobib, viens voir une seconde. » Cooper s'approcha et prit la place du biologiste. Blair recula. Le docteur regarda la plaque un bon moment au microscope puis s'éloigna en haussant les épaules. « Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est censé être ?» demanda-t-il en montrant le microscope et la lame. En guise de réponse, Blair se dirigea vers le cadavre défiguré qui reposait sur la table centrale. Cooper le suivit et Fux en profita pour jeter un coup d'œil dans le microscope. Blair montra l'une des excroissances tendons rigides qui dépassaient de la masse centrale de tissu visqueux et noir et de chair à moitié dissoute, puis revint vers le microscope. C'est le tissu de l'une de ces excroissances tendineuses. Cooper ne contesta pas cette affirmation. « Avec quoi l'as-tu teinté ?» demanda-t-il. « Avec rien. » Il leva les yeux vers son assistant. Fux les regarda tous les deux aussi stupéfaits de ce qu'il avait vu dans le microscope que ses collègues. De quel genre de cellules s'agit-il ? C'est justement le problème, dit Blair sombrement. J'ai posé une question, pas un problème. Ça peut pas être pareil. Cooper interrompit les deux chercheurs. Je ne te suis pas, Blair. Que veux-tu dire ? Je veux dire que je suis sûr qu'il ne s'agit d'aucune sorte de structure cellulaire, biologiquement parlant. Si c'est un échantillon de tissu, il doit avoir une structure cellulaire. Vraiment ? S'il n'en a pas, c'est qu'il s'agit de tissu inorganique. Est-ce le cas ? Tu ne peux avoir de tissu organique sans structure cellulaire, ajouta le docteur exaspéré. Tu crois ? Cooper abandonna. Écoute, ce n'est vraiment pas mon domaine. Je ne suis qu'un simple médecin de médecine générale. Je fais de mon mieux pour réparer ce qui est connu, mais je ne sais pas déchiffrer ce qui sort de l'ordinaire. Restons-en là pour le moment, j'en ai marre de charcuter. Moi aussi, approuva Fux sans réserve. Cooper déboutonna sa blouse qui n'était plus ni propre ni blanche, mais ressemblait plutôt à une toile de Jackson Pollock. Il la jeta dans la corbeille à linge sale en sortant. Fux le suivit et se débarrassa de ses gants. Sa blouse était encore relativement propre. Blair traîna un peu. Il retourna à son bureau pour regarder une dernière fois dans son microscope. La lame étrange n'avait pas changé, ne s'était pas métamorphosée en une lame réconfortante et familière pendant qu'il ne regardait pas. La confusion de Cooper était compréhensible. Le biologiste lui-même se sentait très troublé. Le temps s'était légèrement réchauffé. La neige tombait sur le camp et rebondissait sur les murs en tôle ondulée de la remise. À l'intérieur du camp principal, les appareils de contrôle maintenaient le couloir et les pièces dans une chaleur et une humidité agréables. L'humidificateur s'avérait indispensable. Paradoxalement, malgré la présence d'eau gelée partout, l'air de l'Antarctique était extrêmement sec. Les gerçures de la peau constituaient un problème permanent et Cooper devait toujours prescrire des médicaments pour les éviter. Après chaque douche, les hommes s'enduisaient d'huile avec le même soin qu'ils graissaient leur machine parce que l'eau chaude éliminait l'huile de leur corps qui ne se remplaçait que lentement. Les pellicules constituaient un problème constant et irritant, quoique sans gravité. Les pendules murales indiquaient 4h30. Seules les veilleuses éclairaient les corridors et les entrepôts, la salle de jeu et la cuisine déserte. De légers ronflements se faisaient entendre derrière les portes closes. On avait le sommeil facile dans les zones désertiques. Une seule section était encore occupée. Aussi hébété que déterminé, Macready, assis dans le petit pub, continuait de regarder l'écran de télé. Il en était à la dernière bande vidéo des Norvégiens. En ce moment, il regardait d'un œil distrait l'écran tout en gonflant un ballon informe couleur chair.
Ce mystérieux objet prit bientôt la forme d'une femme de taille normale. Macready n'avait pas beaucoup de souffle et les proportions de sa beauté en polyéthylène s'en ressentaient fortement. Un détail sur la bande vidéo capta son attention, et il s'arrêta brusquement de gonfler son ballon. Il le garda étroitement serré dans une main et l'autre mit la vidéo en marche arrière. Les images défilèrent à l'envers jusqu'à ce qu'il appuie de nouveau sur la touche play. Il regarda attentivement l'écran. Les Norvégiens travaillaient sous un ciel pâle. Aucun flocon de neige n'obscurcissait l'image. Ils étaient vêtus pour effectuer un travail pénible au dehors. Ils se dispersèrent. L'image montra un instant le ciel au moment où le caméraman changea de place sans cesser de filmer. Quand tout redevint normal, l'équipe de chercheurs étrangers se tenait sur la glace érodée par le vent. Chacun tendait les bras vers son voisin de droite et de gauche, comme pour mesurer quelque chose. À l'intérieur de la circonférence formée par leurs bras tendus, on voyait une énorme tache noire sur la glace. La chaîne que les Norvégiens formaient ne longeait qu'une petite partie d'une large courbe. Voilà ce qui avait attiré l'attention défaillante de Macready. La tache noire semblait s'étaler au-dessous de la surface plutôt qu'au-dessus. L'image s'obscurcit, puis s'éclaircit à nouveau. Il entendit les Norvégiens marmonner. Le lieu ne changea pas, mais du temps s'était écoulé. Dans le fond, le ciel semblait bleu. Les Norvégiens s'agitaient autour de la forme noire, grossièrement ovale. Ils en avaient clairement marqué les limites à l'aide de petits drapeaux fixés sur des sondes à glace. L'image se troubla, puis redevint nette. Macready remarqua alors 3 hommes qui, avec des trépans, foraient des trous dans le petit triangle de glace au centre de l'ovale noir. Plus rien, et à nouveau l'image. La caméra filmait un grand trou dans la glace. On apercevait au fond une forme noire et métallique. Macready se pencha, poussé par la curiosité. La séquence suivante montra les hommes occupés à creuser avec leurs trépans des petits trous en plusieurs points de la surface ovale qu'ils marquaient de nouveaux drapeaux. Les autres membres de l'équipe, à genoux, s'affairaient avec de petites boîtes autour des emplacements déjà creusés. Macready fronça les sourcils et murmura tout seul. « Qu'est-ce qu'ils mettent comme explosif? C'est de la décanite ou des charges de termites ?» Une autre séquence, filmée de loin. Les Norvégiens avaient disparu. Plusieurs petites explosions soulevèrent des nuages de glace poudrée, ce qui confirma l'hypothèse du pilote sur le travail effectué par les hommes agenouillés pendant que la zone ovale s'était trouvée temporairement cachée. Brusquement, l'image sauta terriblement. Quelque chose passa près de l'appareil. On eut l'impression que la caméra voltigeait en l'air au moment précis où une énorme explosion saturait les brasses du petit haut-parleur de la télé. Surpris, Macready bondit de sa chaise. Il était soudain tout à fait réveillé. « Que diable !» La bande vidéo continua de se dérouler avec une image complètement déformée qui ne montrait que le sol blanc. Une ligne dentelée noire zigzaga horizontalement sur l'image. Il fallut près de 2 secondes à Macready pour comprendre que cette ligne signifiait que l'oculaire de la caméra était fêlé. Oubliant sa compagne gonflable, Macready appuya des 2 mains sur Rewind. Le mannequin abandonné traversa le pub en se dégonflant peu à peu avant de finir par s'écrouler mollement sur le parquet. Le calme régnait dans le chenil comme dans le reste de la station. Peut-être même davantage, car aucun chien ne ronflait. Ils ne dormaient pas tous. Certains flemmardaient seuls dans un coin ou serrés contre un compagnon. Ils se léchaient les pattes, bâillaient, se grattaient le dos contre le plancher ou laissaient errer leur regard dans le vague. Mais l'un d'entre eux était tout à fait éveillé. Il avait à nouveau perdu son pansement. Il étudiait les autres chiens en repos, avec une intensité tranquille. Au bout de plusieurs minutes, il contourna un groupe de 5 chiens, s'assit en face d'eux et poursuivit son guet intense, plutôt à la manière d'un chat. Peu à peu, les 5 chiens flairèrent quelque chose. L'un d'eux grogna. Ils se réveillèrent tout à fait, conscients d'une présence particulière parmi eux. Un second chien poussa une plainte hésitante et se dressa sur ses pattes. Cela ne modifia en rien l'attitude du dernier arrivé dans le chenil. Il restait immobile et fixait les autres. Son dos était d'une raideur anormale, et la bête n'haletait pas. Et puis, il y avait un autre détail que les chiens ne pouvaient percevoir. Ils sentaient seulement que le regard de l'étranger était déplaisant, que quelque chose clochait. Un homme aurait tout de suite remarqué ce qui n'allait pas. Le nouveau chien ne possédait plus de pupilles.
Ses yeux étaient devenus des sphères noires, solides et vitreuses. Déroutés, plusieurs chiens soumis à ce regard fixe se mirent à arpenter le chenil. Jusqu'à présent, ils étaient plus troublés qu'apeurés. Ils commencèrent à grogner à l'adresse du nouvel arrivant. Cependant, celui-ci restait figé sur place. Les grognements augmentèrent d'intensité. Plusieurs autres chiens se réveillèrent, se mirent à tourner dans le chenil et à grogner. Instinctivement, ils encerclèrent l'étranger. Les grognements se transformèrent en aboiements coléreux et frustrés. Ce nouvel arrivant ne réagissait pas comme un vrai chien aurait dû le faire. Son absence de réaction eut pour effet d'exaspérer la meute. Un premier chien aboya dans sa direction. Un second suivit. Ils tournèrent autour de lui de plus en plus vite, avec des grognements de plus en plus frénétiques. D'un seul mouvement, 3 chiens s'arrêtèrent net et firent face à l'intrus. Ils lui sautèrent dessus en même temps. Macready, fasciné et complètement absorbé, repassait le plan précédant la violente explosion de la destruction de la caméra, quand la clameur éloignée du chenil parvint jusqu'à lui. Il s'arracha à regret de la vidéo qui l'arrêta et sortit du bar. Il se dirigea vers les chambres à coucher par un couloir désert et silencieux, n'eût été le chahut incessant des chiens. Il s'arrêta devant l'une des chambres cellules. La porte n'était pas fermée à clé et il se glissa à l'intérieur. Clark ronflait, couché sur le dos, légèrement couvert. Macready hésita et prêta l'oreille pour vérifier si les chiens semblaient plus furieux que lorsqu'il avait quitté le bar. « Clark! Hé, Clark !» Pas de réponse. Macready se rapprocha du lit et secoua le bras du dresseur enfoui sous les couvertures. Agacé, Clark se tourna sur le côté et remonta les couvertures sur ses épaules. Macready se pencha et pinça les narines de Clark pour l'empêcher de respirer. Clark se dressa aussitôt. Il cligna des yeux, trop endormi pour se mettre en colère. « Qu'est-ce qui te prend, Mac ? Que se passe-t-il ? Tu n'entends pas ?» Macready tendit le doigt vers la porte. La cacophonie qui sortit du chenil était clairement audible. « Ils deviennent fous dans leur baraque. Je ne dormais pas, ça ne m'a pas dérangé, mais si tu laisses les kleps réveiller tout le monde, les gars vont en faire de la chair à pâté. Attention !»« Merde !» Clark s'assit sur son lit et se frotta les yeux. Macready retourna dans le couloir. Maintenant qu'il avait prévenu Clark, le pilote souhaitait retourner au plus vite à sa vidéo. Clark chercha à tâtons son pantalon. Il aimait ces bêtes, mais il arrivait que même la meilleure équipe de chiens de traîneau soit un fardeau. La moindre dispute pouvait mettre ces bêtes nerveuses hors d'elles. Une bagarre à propos du chien de tête, d'un morceau spécial de viande ou de n'importe quoi d'autre, en dehors des privilèges d'accouplement, toutes les femelles avaient été stérilisées, suffisait à les mettre dans des états de fureur indescriptibles. Ils n'y faisaient pas attention et n'étaient pas surpris quand cela se produisait. C'était dans leur nature. Mais que voulait-il donc prouver à 5 heures du matin ? Il devait arrêter tout ce chahut, bien sûr, et pas seulement à cause du bruit qui pouvait interrompre le merveilleux sommeil des occupants de la base. Les chiens avaient de la valeur. Comme Childs, Palmer et Macready prenaient soin de leurs machines, Clark devait en faire autant avec ses machines à 4 pattes. La température du couloir qui diminuait automatiquement la nuit lui fit davantage encore regretter son lit. Il entendit le vent siffler avidement au-dessus de sa tête. Endormi et soucieux, il tourna dans le corridor face au chenil. Le tumulte était plus fort, beaucoup plus fort que ce à quoi il s'attendait. Il se précipita vers la porte. On aurait dit que des chiens de traîneau attaquaient un ours. Troublé, il trouva la porte à tâtons et fit glisser le loquet. « Alors, qu'est-ce qui… » Au moment où la porte s'ouvrit, il fut frappé à la poitrine assez fort pour partir en arrière, et il agita les bras pour garder l'équilibre. Il retrouva cette sensation déjà éprouvée un après-midi d'été lorsque Childs l'avait accidentellement aveuglé au cours d'une partie de ballon, fait avec une boule de glace. Il avait eu la respiration coupée à l'instant où son diaphragme s'était comprimé. Les 2 chiens qui lui avaient sauté dessus se remirent lentement sur ses pattes et retournèrent dans le chenil en gémissant. De l'intérieur parvint un vacarme littéralement infernal, une symphonie grotesque d'aboiements, de grognements et de gémissements frénétiques, et un hurlement surnaturel.